Au-delà des affaires. Des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires. Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Vézina, en compagnie de Daniel Bédard. Allô, allô. Allô. Bienvenue au podcast Au-delà des affaires, un podcast qui met de l'avant l'humain derrière l'entrepreneur et qui nous raconte des histoires inspirantes. Qui est notre invité, Daniel, aujourd'hui? Aujourd'hui, vraiment, c'est un invité que, personnellement, j'ai le bonheur et la chance de côtoyer. Je l'ai vraiment côtoyé beaucoup les dernières années. Puis, en fait, mon chandail, probablement, vous donne une bonne idée de qui on reçoit. On reçoit Michel Laplante, ancien président des Capitales de Québec, le club de baseball à Québec. En fait, savais-tu que Michel a été le lanceur partant du match numéro 1 des Capitales en 1999? Tu savais ça? Non. Moi, je n'étais pas là. Je ne sais pas si toi, tu étais là. Non, je n'étais pas là. J'étais là dans le temps d'aider l'Antigua, en tout cas quand j'étais très jeune, mais non, je n'étais pas OK. Mais ceux qui ne connaissent pas Michel, c'est ça, je dis que c'est ancien président, puisque Michel a annoncé son départ à la fin de la saison 2024. Mais Michel laisse une organisation en pleine santé qui a célébré le 25e anniversaire la saison dernière. Et sincèrement, là, il laisse une organisation avec une administration incroyable. Parce que Michel, on va se le dire, c'est un leader hyper inspirant, rassembleur, même exceptionnel, là. Fait que, on va parler de toutes sortes de choses parce qu'il y a eu une implication incroyable dans le milieu du baseball. Et, on l'accueille, Oui. Michel. Bonjour Michel. Bienvenue. Salut! Bienvenue. En fait, je suis très curieux. Je connais énormément ton profil. J'ai lu beaucoup sur toi. Comme Daniel l'a dit, tu es vraiment inspirant. Mais première chose, tu as commencé le baseball à l'âge de 19 ans. Ouais, un peu sur le tard. Fait que je me demandais justement, dans ta jeunesse, est-ce un rêve pour toi le baseball ou c'est le baseball qui est venu sur ton chemin? Ouais, en fait, je suis de l'Abitibi. Grandi à Jutel, qui est une ville qui est même plus sur la map. Pas vrai? Oui, depuis 1985. Donc, on est un petit village là, d'une ville minière d'environ 1500 habitants. Et je suis déménagé de là à l'âge de 6 ans en ville, à Val-d'Or. Et famille de 4 enfants. Je me couchais probablement le soir en m'endormant. Là, on est dans le milieu des années 70 où je regardais le Canadien gagner la Coupe Stanley en 76, 77, 78, 79. C'était les Guy Lafleur, puis toute cette gang-là. Et probablement que dans ces âges-là, je me voyais un jour marquer le but gagnant du 7e match de la Coupe Stanley. Puis malgré le fait que dans mes étés, je ne jouais pas au baseball, dans du baseball organisé, on jouait à 4 contre 4, 3 contre 3, ou au 21 à se frapper des fly dans le champ, puis tout ça. J'ai joué une année à l'âge pee-wee, j'avais peut-être 12-13 ans. J'ai pas aimé ça, d'aller au bâton une fois à toutes les demi-heures et de recevoir peu de balles. Je trouvais ça probablement un peu trop passif. Et je faisais toutes sortes de sports avec mes frères puis tout ça. Et on a eu les Jeux du Québec, pour l'importance des infrastructures. Donc, j'ai arrêté de jouer au hockey, peut-être mon année Bantam. On n'avait pas nécessairement beaucoup de sous. Même si mes parents m'ont pas dit « t'arrêtes de jouer au hockey », je voyais bien dans la réalité qu'on était. Là. C'était pas évident, puis tout ça. Et j'ai arrêté de jouer à cet âge-là, puis ça a été un gros deuil. Ça a fait mal parce que je suis le genre à prendre une balle de tennis ou une balle orange tout seul dans un filet à moins 30, puis être le seul, parce qu'il n'y a pas d'école cette journée, il fait trop froid, être le seul dans la rue qui attend des amis pour jouer, puis je me dis « sont où, là, tu sais? » Et je joue au tennis. On n'a pas de centre intérieur, mais je joue au tennis dans mon adolescence où je donne des cours de tennis, tout ça. Et en 1987, on accueille les Jeux du Québec à Val-d'Or. Et on va faire des infrastructures, une piste d'athlétisme, des terrains de tennis et des terrains de baseball. Et une fois que ces infrastructures-là sont à la ville l'année suivante, je me souviens, c'est ma première année de cégep, et il y a des chums qui disent « Hey, on se fait une ligue de baseball cette année? Ça serait cool qu'on joue, peut-être ça. » Pour le fun. Pour le fun. Et c'est ce que j'ai fait. Et je dis, moi, je vais prioriser le tennis. J'ai des tournois de tennis, des choses comme ça, puis je vais aller jouer avec vous autres. Et il y avait quelqu'un dans la ville là, qui s'occupait de tout. C'est lui qui faisait l'arbitre, qui s'occupait du baseball mineur, tout ça. Puis rendu au mois d'août, à la fin de la saison, il dit, écoute, Michel, tu as un talent de baseball, il y a quelque chose. Nous, on appartient un peu aux Basses-Laurentides, à Saint-Eustache. Il y a un camp le 15 septembre. Est-ce que ça te dirait d'aller à ce camp-là d'une journée? Et quand on dit que des fois, on entend des choses qui viennent juste te chercher, quelques mois avant, un ami, de façon anodine, m'a juste dit « C'est de valeur, toi, tu es un talent gaspillé. »
sais, puis Comme ça. à 18 ans. Ouais. Tu es un talent gaspillé dans le sens. Puis il n'est pas méchant, dans le fond. Il me disait, tu aurais été habile dans n'importe quel sport si tu l'avais fait, puis c'est dommage que tu n'aies rien fait de ce physique-là. Tu sais. Puis des fois, tu dis quelque chose anodin de même, mais moi, ça avait... Puis n'oubliez pas qu'à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez déjà eu éducation, choix de carrière, puis tout ça. Oui, mais... moi, oui. Bon, mais il est stressant quand tu ne sais pas ce que tu veux faire dans la vie, mais c'est vrai, tu ne sais pas ce que tu veux faire. Puis là, il y a toujours une qui dit, moi, je vais être dentiste, puis moi, je vais être pompier, puis moi, je vais être ici, puis ils savent déjà, mais toi, tu ne le sais pas. Fait que je trouve que c'est un âge qui bascule. Tu sais, c'est comme, il y a une pression, je vais faire quoi? Puis il faut que j'aille au cégep l'année prochaine ou à l'université, mais je ne sais pas quand on me demande ce que je vais faire, tout ça. Et là, quand ce monsieur-là m'offre d'aller au camp, je dis, pourquoi pas? Puis là, ma conjointe qui aime le baseball, Francine, on est toujours ensemble aujourd'hui, elle dit, non, là, tu y vas. Fait que j'étais allé à ce camp-là d'une journée, puis les amis se sont regroupés autour de moi, puis là, ils m'ont fourni une paire de spikes, un gant de baseball, un pantalon, une casquette, puis on dit, Michel, faut que tu y ailles, tout ça. Fait que je me présente à ce camp d'une journée-là. Et juste pour vous donner une idée, sur le fichier, là, c'était marqué ton nom, Michel Laplante, où tu jouais cette année en 1988. Puis j'avais marqué Dépanneur des Pins. Parce que c'était quand même l'équipe pour qui jouait Dépanneur des Pins. Puis après ça, quelle position? Puis j'avais coché toutes les positions. Oui, parce que toi, tu joues à tout. Tout le monde. Ouais, on jouait partout. Ben tu sais. oui. Et c'est drôle, il m'en parle encore aujourd'hui. Ça fait plus de 35 ans de ça, comment je me suis présenté. Mais sauf que quand il est le temps de venir courir un 60 verges, quand il est le temps de venir faire des affaires athlétiquement, ben, je pense que c'est là un peu que je me suis démarqué. Et à la fin de la journée, 4 heures plus tard, puis c'était tous des joueurs Midget 3 qui avaient été invités de la région, puis des joueurs qui avaient joué Junior 2A. Ils me disent, écoute, tu jouais où dans le passé? Ben, j'ai dit, j'ai commencé cette année. Puis t'as pas l'air de comprendre toutes les règles, toute l'équipe. Ben non, il m'en manque un bout. Est-ce que tu es prête à déménager en janvier? On va te trouver une job, on va te trouver un appartement. Puis le mercredi puis le samedi, on a des pratiques en gymnase. Puis tu vas venir apprendre le baseball. Fait que je dis, pourquoi pas? Et là, j'ai 5h30 de route à faire avec Francine pour retourner en Abitibi. Puis je dis, sais-tu quoi? Je pense que je commence à jouer au baseball. Et je me souviens, j'arrive au souper chez nous, vers 5h30 le dimanche, puis j'annonce à mes parents, ouais, je pense que je vais commencer à jouer au baseball. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Je suis déménagé quelques mois plus tard à Saint-Eustache, puis j'ai appris les règlements un peu, tout ça. Puis comment c'est arrivé le fait que tu es devenu lanceur? Parce que en fait, c'est ça là, qui t'a choisi une position, finalement, malgré le fait que tu pensais être capable de jouer à tout. Écoute, si on a quelques minutes, là, je l'explique, mais je pense qu'il vaut la peine. Oui, c'est pour ça que je te le demande. Oui, il y a un message qui est le fun dans tout ça, c'est que je ne suis pas lanceur, je suis joueur de position. Et c'est arrivé seulement à une occasion dans la deuxième année, ma deuxième année et dernière année junior. Moi, ça va être la fin de ma carrière dans une semaine parce qu'on termine au 7e rang la deuxième année. J'ai 21 ans. Et je suis dans le vestiaire avec les joueurs à la fin du dernier match de la saison régulière où on termine 7e. Donc, on va affronter le deuxième. 1-8, 2-7, 3-6 qui vont se pogner en finale. Et Rosemont est beaucoup trop fort pour nous. Et donc, on devrait perdre le 3-5 dans les 5-6 prochains jours. Puis moi, je vais me retourner. Puis là, il va falloir que je réoriente ma carrière. Puis le baseball va se terminer là. Dans la chambre, en prenant une bière après le dernier match, il y a des joueurs qui disent « Hey, toi, tu vas-tu au camp des Braves demain, à la salle? » Et ils demandent ça entre eux autres. On parle des Braves, là, c'est des Les Braves d'Atlanta. qui font un camp annuellement depuis plusieurs années à la salle et ils invitent les 50 meilleurs joueurs prospects au Québec à ce camp-là où on les regarde. Et moi, je m'introduis un petit peu dans la conversation, puis je dis, de quel camp vous parlez? Fait qu'il y en a, il disait, hey, Val-d'Or, c'est un camp qui a lieu demain. Puis c'était ça mon nom, Val-d'Or. Et si jamais tu veux venir, bien viens avec nous autres. Moi, je ne vais pas prendre ma lettre. Ben, je dis, ben non, je ne commencerai pas à aller à quelque part que je pointais. Oui, viens, on va aller te chercher. Le lendemain matin, 6h30, ils m'appellent, puis ils disent, finalement, on ne peut pas aller te chercher. Moi, je travaille, puis finalement, annulé. Fait que j'arrive pour me recoucher. Ma blonde a dit, non. Il faut que tu ailles au camp. Voyons donc. Après ça, le baseball est fini. Fait que je me suis perdu un peu dans la ville. Je suis arrivé en retard. Je me souviens d'arriver à la Ville-la-Salle. Et là, je stationne. Puis là, je rentre par le marbre. Et là, il y a les 50 joueurs dans le champ avec les dépisteurs des Braves d'Atlanta. Et quand j'arrive près d'eux autres, il y en a un qui me dit, un dépisteur qui dit What are you doing here? Fait que je comprends pas l'anglais. Il dit Val-d'Or, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je dis Play baseball. Fait que là, il dit, Do you have a letter? Il y en a qui me dit, T'as-tu une lettre? Je dis non. Fait que là, ils se réunissent ensemble, puis il dit, You're number 51. Fait que je me place
finalement, on fait le camp d'une journée où on fait du 60 verges, on court les buts, on frappe tout ça. Et à la fin de la journée, ils gardent 3 personnes, dont moi. Incroyable. Et là, le monsieur me dit, des Braves d'Atlanta, avec le traducteur, il dit, tu jouais où dans les dernières années? Ben, j'ai commencé à jouer l'année passée. Puis tout le kit. Fait que là, ils sont là, mais t'as quel âge? J'ai dit, j'ai 21 ans. Et là, ils me disent, écoute, si tu n'avais pas eu 21 ans, on te signait un contrat professionnel aujourd'hui. C'est le fun de voir ton histoire est très, très belle. Mais je vais vous revenir. Imaginez ça, c'est la fin de ça. Je retourne chez nous, je dois traverser la ville de Montréal, Saint-Eustache, je ne conduis pas ces autoroutes, donc je me perds dans Montréal. Mais je suis joyeux parce qu'il y en a un qui vient de me dire « T'es bon. » J'avais juste besoin. Le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On commence les séries. On commence les séries juniors. Et quand je suis en train de m'échauffer à Rosemont, dans le stade, à 1 heure du match, on voit qu'il se passe quelque chose avec les entraîneurs. Nous autres, on est en train de s'échauffer au sol. Et le lanceur partant n'est pas présent, qui doit lancer. Notre meilleur lanceur n'est pas là. Il s'est planté en bicycle à gaz en s'en venant au parc. Fait qu'ils viennent me voir et ils disent, tu peux-tu lancer le match de ce soir? Parce que de toute façon, on va perdre le premier, le lanceur, l'autre bord est trop fort. Mais moi, on me dit 24 heures avant que j'étais bon. Ah ouais, fait que là, toi t'es bon. Là. Je suis bon. Et c'est de là que tout est parti. Donc, j'ai lancé ce match-là. Je pense qu'on a gagné 1-0. On a perdu le 2e match. J'ai lancé le 3e match à 2 jours d'intervalle, gagné mon match. On gagne la série contre Rosemont, on gagne la série contre Laval, on gagne la série. Fait que finalement, on gagne la petite série mondiale au Québec. Puis je pense que je suis quelque chose comme 9 victoires, 0 défaites en Est-ce que en tu 9 continues départs. à lancer? Là, Oui, parce que je suis bon. Ben oui, c'est ça. Tu comprends-tu? Dans ma parfait. tête à moi. Et je n'étais pas lanceur avant. Et là, ça va se terminer, mais on gagne la petite série mondiale au Stade olympique. Et là, j'obtiens une certaine visibilité. Mais ça va être terminé parce que je vais avoir 22 ans dans quelques mois. Et on commence le programme de l'ABC à ce moment-là. À cet automne-là, on commence le programme de l'ABC, l'Académie de baseball du Canada. Et on ne me choisit pas parce qu'on dit, il y a le gars, il est tout croche, il est trop vieux. Et c'est un ami qui va appeler la fédération et qui va dire, expliquez-moi comment il gagne le joueur le plus utile, il bat tous les records qui datent de 40, 50 ans et vous ne le choisissez pas. Et il explique que je ne suis pas dans le profil, mais ils sont tannés d'entendre mon chum. Fait qu'ils disent, amène-le donc. En fin de semaine, donc on est jeudi, je redescends à Montréal, de Val-d'Or, et je monte, et là, on joue avec l'équipe nationale. Et j'ai performé dans les 2 manches que j'ai jouées. Puis on dit, écoute, viens en janvier, puis déménage. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à jouer au baseball dans un programme national. Et là, ben ça a monté. Fait que c'est ça. Fait que quelques mois après, j'ai fait l'équipe nationale. Puis pour le premier tournoi de ma vie que j'ai fait, je n'avais jamais fait de tournoi local, régional, provincial, national. Le premier tournoi que je fais dans ma vie, c'est un championnat du monde en Hollande. Donc, encore une fois, prends l'avion pour la première fois, me retrouve en Hollande, en demi-finale contre Cuba. Ça a fonctionné. L'année d'après, je suis repêché par les Pirates de Pittsburgh. C'est impossible que je sois repêché. Je suis rendu à 22, 23 ans. T'sais. Puis juste pour faire un gros step, imaginez-vous que je termine ma carrière avec les Braves d'Atlanta à 30 ans. Et quand j'arrive à Richmond dans le 3A, qui m'attend, c'est le directeur général des Braves, et qui me dit, tu étais trop vieux il y a 9 ans. Là, tu es assez jeune pour faire l'équipe. Ah, c'est vraiment beau. C'est beau, hein? Oui, c'est cute. Vraiment, mais c'est des belles... ce que je veux juste te dire... Longue réponse. Hein? Non, mais... Non, c'était pas être désolée parce que je trouve ça, premièrement, bien inspirant, mais les circonstances, hein, puis tu sais, de croire en soi, ça fait toute une différence. Oui, c'est tout un message qui change complètement quelque chose. Puis, je suis toujours resté prudent. Tu sais, quand on fait des camps, des fois avec les capitales ou quelque chose, des camps ouverts, de faire attention de ne pas rire aux gens qui se présentent. Parce qu'avec mon histoire, fais attention à qui t'as affaire devant toi. Fait que dans tout. C'est un beau message. J'essaie d'avoir le petit Michel que tu étais, puis de te faire dire que tu n'es pas bon, de te faire dire que tu es bon, naviguer à travers tout ça avec les compétitions, ça a dû être quand même difficile. Je parle pour le volet plus humain, mental, de performer quand en plus tu n'avais pas non plus une énorme expérience versus les autres joueurs autour de toi. Très, très bon point dans le sens que oui, mais j'ai pas la pression de quelqu'un qui, son papa met des heures avec lui, puis tu t'entraînes, puis à un moment donné, tu te dis, il faut que ça aboutisse à quelque part. Moi, ça n'a pas été fait comme ça. Quand je déménage à Montréal pour jouer avec les Bisons de Saint-Eustache, je me dis, je vais être dans une grande ville, je vais apprendre à dealer avec d'autres choses, puis je vais me faire un nouveau réseau. Après ça, quand je fais l'équipe nationale, ben on était seulement 2 Québécois. Hey, je vais apprendre l'anglais, puis je vais voyager avec l'équipe nationale. Après ça, quand je suis repêché,
c'est donc bien cool, je vais aller habiter aux États-Unis, puis je vais apprendre à vivre. Fait que moi, là, le baseball n'a jamais passé en premier. Écoute, puis c'est pas ce qu'on dit. On enseigne, mais c'est vrai, on dit pas ça. On dit, hey, si tu focus juste là-dessus. Moi, ça a été tout le contraire. C'était, puis après ça, j'ai eu la chance d'aller jouer à Taïwan pendant 1 an. Ben, je disais, hey, je vais apprendre le mandarin, c'est trippant, puis je vais connaître l'Asie. Et ce que j'ai fait, je crois, de bien dans tout ça, c'est que j'ai posé énormément de questions politiques, sociales, des endroits où j'étais, parce que le focus, c'était pas baseball. Et quand je fais un retour sur ce qui s'est passé dans ma vie, de ça, je suis fier parce que, tu sais, quand je suis allé en Asie, ben, j'ai vécu comme le peuple, puis j'ai mangé comme eux pendant 1 an. Puis je me demandais, c'était quoi le niveau de taxation, c'était quoi comment les choses fonctionnaient, c'était quoi leur mindset pour plein de choses. Tu as même participé à un jeu télévisé, là. Oui, mais tu sais, j'ai vraiment vécu, j'ai vraiment tenté de vivre cette vie là-bas. Je pense que ça a été apprécié par les gens où j'ai habité, mais moi-même, connaissance culturelle, tout ça, de dire, écoute, tu l'as fait pour les bonnes raisons, puis je dis pas que le baseball était accessoire parce que je me tenais en forme pareil puis je m'entraînais, mais de toute façon, moi, je n'atteindrai pas les majeurs. Tu comprends-tu? Il y a un côté très négatif là-dedans, mais c'était comme... Fait que moi, je joue, puis ça m'amènera où ce que ça m'amènera. Puis finalement, 35 ans plus tard, je suis encore dans le baseball. Dans le baseball. C'est ça, c'est vraiment bizarre. Tu sais, mettons, ce que je trouve intéressant, c'est que le fait que tu parles, tu avances dans ton chemin là, sans trop savoir. Michel, tu as un côté naïf qui est magnifique. Là. Ça, très naïf. J'étais très naïf. Oui, tu es plus naïf, mais c'est parfait. Là, ça t'a amené ailleurs, mais finalement, le jeune qui ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie, puis aujourd'hui, ça fait, tu te dis, 35 ans que tu es encore dans le baseball. C'est quoi la plus belle opportunité qui t'est arrivée pour ta carrière, tu dirais? Au niveau carrière baseball, je dirais que, bon, je suis repêché il y avait 50 rondes de repêchage à l'époque, donc je suis 24e ronde. Je dirais que d'être le 2e joueur de tout le repêchage à avoir atteint le niveau 2A, et à un moment donné, d'être comptabilisé par Baseball America comme le 6e prospect du baseball. C'est tout ça en 1 an et demi. C'est vite, là. Parce que... Puis l'histoire a su quand je suis arrivé à ce niveau-là. Les Pirates aimaient cette histoire-là. Puis ils disaient aux gens, vous ne croyez pas, ça fait juste 2 ans qu'il lance. Et il est au camp des majeurs avec Bobby Bonilla, Andy Van Slyke. C'était tous des gros noms à l'époque. Eux autres s'étaient rendus en série de championnat l'année d'avant. Donc l'histoire était très belle. Je trouve ça le fun que tu parles de naïveté parce que jusqu'à ce point-là, je suis très, très, très naïf. Et là, quand je tombe où je suis plus je deviens vraiment un prospect de l'organisation. Et là, il y a un jeu d'agent qui arrive dans tout ça. Je n'ai pas d'agent. Là, j'ai été blessé. J'ai été blessé de voir que mon roommate, qui lui est un choix de 2e ronde, ne lance pas assez souvent, qui appelle son agent pour lui dire « je veux lancer plus souvent », que l'agent appelle le directeur général, que le directeur général appelle son coach, puis il dit « fais-le lancer plus souvent ». Quand j'ai vu cette réalité-là, que j'ai été blessé. Moi, dans ma naïveté, c'était pas ça la game. Tu performes, t'es bon, tu montes, mais là, quand je suis tombé dans la game où mais t'as un contrat de temps, t'es supposé de jouer de temps, t'es supposé de... Hey, là, j'ai pogné un 2 minutes. C'est quasi à l'encontre de tes valeurs, honnêtement. Complètement. Et là, puis ne pas oublier que je ne joue pas dans le but ultime d'atteindre les majeurs. Jusqu'à date, c'est que du bonheur, que de la naïveté, que de la joie. Et là, je rentre dans un mur qui fait... Là, tu n'es plus dans cette game-là, mon ami. Là. Il faut que tu joues la game. Puis si ton entraîneur te demande de faire quelque chose puis que tu n'es pas d'accord, ben tu le fais parce que ton but ultime, c'est de s'en aller, ou tu le fais pas parce que ton but ultime, c'est de s'en aller. Puis tu es prêt à tasser l'autre d'à côté pour te rendre en haut. Ouf, là, j'ai pogné un 2 minutes. Vraiment, vraiment. Quand tu as quitté comme joueur, est-ce que tu savais que tu allais continuer dans le baseball? Non. Non. D'ailleurs, je suis à Madison, au Wisconsin, dans le baseball indépendant. Francine est enceinte de 6-7 mois. On est un peu à la croisée des chemins, donc on arrive au mois d'août 1998. Et je peux-te prendre un 2 minutes? Cette histoire-là est vraiment, vraiment importante. Tu vas parler d'un homme qui a changé ta vie. Mais qui mène à ça. Juste pour vous donner une idée, là, donc dans mes 7-8 ans professionnels,
À tous les fois qu'on on pratique avant les matchs, je cours après chaque balle dans le champ, puis je me prends pour André Dawson. Puis les lanceurs Ah, mais ça, je te vois. Non, mais les lanceurs ne courent pas après les balles. Non. OK? Donc, ils s'accotent sur le coin de clôture, puis là, ils ramassent les balles, tout ça. Je cours après toutes les balles. Et à toutes les fois que les autres lanceurs me demandent « Qu'est-ce que tu fais? » Ben, je dis « Je fais 2-3 affaires en même temps. Je renforce mes jambes, je pratique mes sprints. Et je veux être un meilleur attrapeur possible. Et si jamais un jour, ils ont besoin de moi dans le champ, ben je vais être prêt. Puis s'ils ont besoin d'un coureur, je vais être prêt. Oh, mais ça n'arrivera jamais, Michel. Oui, mais ça peut arriver. Et ça s'est su dans le baseball. Puis à toutes les fois, ils m'appelaient un peu Forrest Gump, parce qu'à toutes les fois, je courais après toutes les balles, puis je mettais toujours dans mon match les spikes. Donc, un lanceur partant, normalement, ne met pas ses spikes. Il met ses chaussures de jogging durant un match. Et moi, je mettais ma cope, puis je mettais un spike. Et à toutes les fois, les gens disaient « Pourquoi tu fais ça? » Ben, ça se peut qu'ils me mettent comme coureur suppléant en fin de match. Il y a besoin de moi, mais ça n'arrivera pas, ils ne me mettront pas là. Et finalement, cette journée-là, on est à Madison, au Wisconsin, et il reste 2 semaines à jouer à la saison. Et en deuxième manche, il y a un joueur de champ qui se blesse. Puis en 5e manche, il y a un autre joueur de champ qui est au bâton. Il argumente sur des prises et des balles. Il se fait mettre dehors. Mon coach part. Il se fait mettre dehors aussi. Puis quand il revient, il garoche son alignement à mon coach des lanceurs. Puis il dit « Mets-moi un lanceur dans le champ. On n'a plus de joueur de champ. » Et il se retourne, puis il dit « John, go ahead », au lieu de Michel. Oh my God, OK. Fait qu'il met quelqu'un à ma place qu'il n'y a aucun intérêt de courir, qu'il ne l'a jamais fait. Je n'ai jamais été triste jusqu'à ce jour autant que ça. Ça me pognait au cœur, là, comme ça se peut pas. Fait que le restant du match, je fixais le mur, puis là, j'ai dit, c'est terminé, je ne joue plus au baseball, c'est de l'injustice, ça ne fonctionne pas, j'ai tout fait ces années-là pour rien. Et je reviens à la maison, puis on est un samedi soir, je me souviens, j'annonce à Francine que c'est terminé, demain, cette nuit, on pack tout notre stock et on part vers l'Abitibi, ma carrière est terminée, de toute façon, Francine est enceinte, puis on va faire autre chose. J'essaie d'aller le lendemain rencontrer mon coach, le match est à 1h, et à 11h, j'arrive dans le vestiaire pour aller parler, il est tout nu. Il vient de sortir de la douche. Il dit, je ne ferai pas mon dernier match en parlant à un coach tout nu. Tu comprends-tu? Fait que je ressors. C'est quand même cocasse. 10 minutes plus tard, je m'en vais le voir, il est au téléphone. Ah, OK. 15 minutes plus tard, il y a un autre joueur qui est dans le bureau. Habillé, puis il y a un autre joueur dans ça. Fait que ça donne jamais. Fait que le match va commencer. Ah, ouais. Le stock est pacté dans l'auto, puis nous autres, on est en sortir. Mais je ne peux pas partir. Fait que finalement, je dis, je vais jouer le match. Je joue le match. En 3e manche, le joueur de champ se blesse. En 6e manche, il y a un instant. Quand que le coach arrive pour se retourner, tous les joueurs, ils disent, c'est Frenchie qui y va. Ils m'ont tous protégé. Fait que là, j'ai pas de spike dans les pieds pour la première fois dans ma vie. J'ai pas de spike dans les pieds. Les gars partent chercher les spikes. Un gars, je pars dans le champ. Et finalement, en 9e manche, je marque le point gagnant sur une glissade au marbre, puis on gagne le match. Tout le monde sur dessus. Le coach me fait venir dans le bureau, puis il dit Michel, il dit, Monsieur Wolf, qui est le propriétaire de l'équipe, aimerait aller souper avec toi demain. Est-ce que tu es disponible? Je dis, c'est qui, M. Wolf? Il dit, propriétaire de l'équipe. Il dit, il veut te rencontrer, je ne sais pas pourquoi, mais il faudrait que tu sois là. Si je pars ce matin-là, puis que je quitte le baseball, tu rencontres toi cet homme-là. Et là, M. Wolf me raconte, durant le souper, qu'il veut partir un projet à Québec, à partir... Puis il me demande, est-ce que tu veux embarquer dans cette aventure-là avec moi? Et j'ai dit, écoute, je ne viens pas de Québec. Je viens du Québec. Il me dit, ben oui, mais t'es de Québec? Non. T'es allé souvent à Québec? Non, je suis allé juste au Jeu du Québec de Charlebourg en 1985. Mais OK. Puis là, je l'ai regardé, puis j'ai dit, c'est-tu parce que tu penses que je suis pas assez bon, que je devrais me lancer dans le baseball, puis que je quitte? Il dit, non. Il dit, best of both worlds, le meilleur des deux mondes. On part d'équipe. Tu viens travailler dans un bureau, puis quand arrivera la saison, tu continues à être lanceur. Est-ce que ça te va? Fait que j'ai dit oui. Et c'est comme ça que l'aventure de Québec. On s'entend que MySwap a changé ta vie. Ouais, là. complètement. Ouais. Puis après ça, quand on est arrivé à Québec, Janelle, ma première, est née le 11 octobre 98. Et on est arrivé à Québec le 15 ou 20 octobre 98, une semaine plus tard. On ne connaît personne. Et les Wolf étaient notre famille, dans le fond. On ne connaissait pas beaucoup de monde. Alain Bergeron, qui est une personne qui nous avait aidé à l'époque à trouver un appartement. On avait eu comme ami aussi. Mais on arrivait à Québec et d'avoir sa vision, puis de comprendre ce qu'il voulait faire. C'est beau l'histoire parce que faites juste penser que dans le milieu des années 90,
c'est les Mighty Ducks d'Anaheim, c'est comme un canard. Puis après ça, c'est les Diamondbacks de l'Arizona, c'est comme un robot qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui. C'est les Marlins de la Floride, qui est un genre de marlin, dauphin qui sort de l'eau. Et les tendances marketing, c'était tout s'en va vers le cartoon. Puis la tradition des vieux logos comme les Red Sox de Boston ou le Canadien de Montréal ou les Yankees, on n'est plus vers ça. Et lui, M. Wolf, il est convaincu qu'on a un vieux stade avec des bancs de bois et que la tradition va redevenir à la mode, puis il fait tout le contraire. Il garde ça très simple en disant que ça va s'appeler les capitales. On prend les pinstripes, l'habit avec des lignes dessus, qui est toujours. On va fabriquer un vieux tableau qu'on va changer à la main. Et tu vas voir, Michel, dans quelques années d'ici, on va apprécier redevenir dans la tradition. Puis c'est pas vrai qu'on va s'en aller vers tout ce qui est cartoon. Mais le monsieur avait raison. Là, puis c'est important de garder cette histoire-là. Pourquoi qu'on fait ces choses-là au stade? Pourquoi que c'est pas un robot qui vous attend quand il rentre, mais c'est une personne qui dit bonjour, comment ça va? Puis que c'est ça que lui, il dit que l'expérience commence dans le stationnement. Au départ, je me souviens, c'est un débat. Ben oui, mais le monde est capable de se stationner par... Non, il faut que ça commence dans le stationnement, qu'on te salue dans le stationnement, qu'on te salue quand tu rentres, que quand tu échappes de quoi, on t'aide, puis tout le kit. Fait qu'il nous a imprégnés de ça. Puis on aurait pu souvent penser qu'il manquait d'innovation. Puis c'est le contraire. Il disait que ça va revenir à la mode, puis les gens vont apprécier le fait que le côté humain soit ce qui est le plus important. Est-ce que ça a été la personne, justement, qui t'a le plus influencé dans ta carrière, dans ta vie personnelle? Bien, il y en a plusieurs. J'ai été vraiment, vraiment chanceux. Là. J'ai eu sur ma route des personnes incroyables, mais de croire à quelque chose, puis d'aller avec un vent de face, puis de le faire quand même, ça a été une influence incroyable de sa part, c'est sûr. Parce qu'il allait vraiment contre... il allait vraiment contre tout ce qui se faisait là, à la fin des années 90. Puis c'était ce qui se passait à Québec. Moi, j'arrive de l'extérieur, mais les Nordiques sont plus là. Là, il y a eu les rafales. Mais le monde à Québec est négatif. Là. Moi, j'arrive des États-Unis. Il est pas beau, là. Puis l'attitude, là, on a une liste de billets de saison, de gens à appeler, puis de dire bonjour, mon nom c'est Michel Laplanche, je suis avec les Capitales de Québec. Vous savez, l'équipe professionnelle qu'il va y avoir à partir de l'année prochaine, seriez-vous intéressé à des billets de saison? Ben, faites vos preuves avant, puis on veut rien savoir. Wow! C'était comme tellement difficile, là. Mais avec le recul, là, parce que l'organisation a eu 25 ans, tu vois tout le parcours. Pour moi, tu parles de Miles Wolf qui t'a inculqué un peu, mais pour moi, ce que tu parles, toi, tu l'as carrément incarné au Capital. Fait que si tu regardes ça avec le recul, là, ça a été difficile, ça n'a pas toujours été facile, mais tu dois être quand même fier. Qu'est-ce que tu es le plus fier? Bien, c'est sûr que je suis fier de ce que l'organisation est aujourd'hui, mais je suis fier aussi dans le processus, comment on a réussi à le faire. Tu as raison, ça n'a pas été facile, surtout sur les dernières lignes économiques. Là, c'était beaucoup plus souvent en rouge qu'en noir, là, la fin. Donc, ce bout-là de Miles Wolf, d'être convaincu, puis si vous avez la chance de lire son livre, là, il parle encore que son bébé, dans toutes ses réalisations, c'est encore Québec. Pour lui, c'est ce qu'il y a de plus pur dans la réalisation, tout ça. Puis après ça, il arrive M. Jean Tremblay, qui, lui, quand même, là, excuse, on n'est pas supposé, là, mais il cogne quand même à la porte, puis il dit, c'est pas normal qu'un Américain vienne dépenser, ça devrait venir d'un investisseur local. Puis il décide, sans aimer le baseball, de dire, écoute, ben, c'est le party pogné dans la cabane ici, on ne peut pas perdre ça, puis il vient investir. Donc, il y a eu des messages importants, mais moi, dans tout ça, ce que j'ai eu de plus beau comme opportunité, c'est qu'on me laisse aller avec les idées. Miles Wolf l'a fait. Jean Tremblay, il a carrément dit, écoute, moi, je connais rien là-dedans, vas-y. Normalement, quelqu'un qui met ses sous quelque part, il dit, attends une seconde, tu vas m'expliquer chacun de tes moves. C'est pas ça que Jean Tremblay a fait. Il a dit, je te fais confiance, tu as l'air d'une bonne personne, puis vas-y, puis mène-la où ce que tu penses. Et Miles Wolf a fait la même chose. Il regardait, des fois, il riait, puis il disait, OK, mais imagine cette liberté-là que tu as de pouvoir t'exprimer puis faire les choses comme tu veux. Et je pense que, puis là, c'est pas un conseil, mais c'est une façon, c'est que le manque d'éducation ou de formation
qui me manquait, là, ce que je n'avais pas parce que je n'ai pas étudié à l'université dans le marketing puis tout le kit, a fait que j'ai été obligé d'y aller avec le cœur, puis aller avec ce que je pensais. Fait que t'es pas influencé par « Ouais, mais il paraît que c'est pas ça qu'il faut que je fasse ». Tu fais juste le faire parce que tu penses que c'est la bonne chose. Et je pense qu'en affaires, des fois, on aurait ce feeling-là, mais là, on écoute un conférencier, on écoute un enseignant qui dit les tendances du marché sont là, puis on n'ose pas. Mais dans l'innocence, comme tu disais tantôt, ben tu y vas. Tu sais, puis il est important, ce côté-là, d'un moment donné, sentir les choses, puis de juste dire... Parce que, tu sais, on a été tenté à plusieurs reprises de faire les choses autrement si on regarde les tendances des autres marchés sportifs qu'il y avait en Amérique du Nord. Puis, à plusieurs reprises, on a simplement décidé de... Non, je sais que ça va dans le sens contraire, mais on y va. Comme les concessions. Les concessions, c'est pas ça qu'on enseigne. On enseigne, donne ton billet, présente-toi, puis refais ton argent avec les concessions. Ça n'a jamais fait de sens. Mais c'est pas ce que tu as fait. Pas du tout. Puis après ça, on dit noie le marché avec les billets, les gens vont venir, ils vont dépenser dans les concessions, puis en même temps, ben, tu vas pouvoir annoncer qu'il y a plus de monde. Fait que toute ta visibilité va valoir plus cher. Pour moi, tu viens de baisser la valeur de ton produit, puis tu viens de noyer ton billet. Les expos l'ont fait, les Nordiques l'ont fait, puis tout ça. Et en passant, là, je prends un raccourci parce que je vous le dis de même, mais quand un conférencier le fait, il le fait bien, puis la pensée est bien structurée, plus que ce que je vous dis là. Mais en bout de ligne, j'y crois pas. Tu comprends-tu? Puis je le dis à M. Wolf, et il me dit « Hey, Michel, go ahead. Vas-y avec ce que tu penses. » Puis tu as prouvé le C'est contraire. cool. Tu sais, tu l'as Jean prouvé. Tremblay a fait pareil. Jean Tremblay a fait « Hein, t'es sûr de ça? » Ouais, ben écoute, c'est toi qui prends la décision, vas-y. Tu sais, fait que... Pour moi, les capitales, on peut voir le succès, on peut dire que ça a été une histoire de réussite avec les championnats, mais pour moi, c'est beaucoup plus gros que ça. Quand j'étais jeune, disons que je n'étais pas un grand sportif de ce monde, puis je connaissais rien du baseball. Puis un jour, au centre d'achat avec ma mère, Capi était là. Puis il a fait de la grande demande. Capi a fait de la grande demande. Fait que par la bande, on a eu des billets pour le prochain match. Puis ça a été un déclic vraiment là, chez nous. Moi et maman, on assistait à tous les matchs. On assistait au championnat dans le temps justement d'Eddie Lantigua et tous les grands joueurs. Okay. Puis je me rappellerai toujours même que sur la terrasse, il y avait les festivités. Puis je me revois, là, je ne me rappelle plus j'avais quel âge, mais je me revois sur le terrain. On avait la chance d'aller sur le terrain après le match. Puis je me disais, crime, Jean-Philippe, tout est possible. Fait que c'est juste beau parce que le baseball, je suis pas un grand sportif, mais aujourd'hui, je pense que tous ces moments-là que j'ai eu avec ma mère au baseball, ben, ça a fait vraiment un meilleur homme que je suis aujourd'hui. Puis c'est plus loin que juste le baseball. Fait que je pense que c'est ça, les capitales. Wow. Puis il y en a plein qui ont plein d'histoires comme ça, tu le vis. Tu es proche de l'organisation. Puis je trouve juste que c'est beau parce que tu le présentes bien. Puis à chaque fois que je vais au match, je te regarde. Puis tu es dans la foule, tu vas voir les gens. Fait que oui, c'est le fun qu'on gagne, mais c'est encore plus voir la culture qu'il y a derrière tout ça, puis ça vient principalement de toi. Là. Ça, j'aime ça. Oui, c'est sûr. Parce que, tu sais, cet été, c'est arrivé, dans les dernières années, c'est arrivé, mais cet été, c'est arrivé à je ne sais pas combien d'occasions. Dans ma tête, à moi, ma décision était prise que je quittais, mais je n'avais parlé à personne, même pas à ma conjointe. Et puis on s'en est pas rendu compte non plus les gens autour de toi. Là. Mais à 3-4 reprises, et je vous jure, là, c'est tellement beau. Je me promène dans les rangées et là, je vois une jeune femme de 17 ans qui est en train de marquer la game. Fait que je dis, excuse, je veux juste savoir, tu marques vraiment le match? Elle dit oui. Puis elle est un peu émue. Fait que... Je dis, pourquoi tu fais ça? Elle dit, je venais au baseball avec mon grand-père il y a une dizaine d'années. Et il est décédé, mais je marquais le match avec lui. Et de revenir au stade et de faire ça, c'est le message que Maslow vous avait dit il y a 10 ans, tu comprends? Fait que il y a 15 ans, il y a 20 ans. Fait que ça, pour moi, c'est tellement important. On a besoin d'avoir un endroit où on va juste s'asseoir sur un sourcil. On regarde les gens crier autour, puis on trouve ça drôle qu'ils embarquent dans tout ça. Donc, ouais. Moi, j'aimerais ça qu'on parle de la place de la famille qu'elle a eue dans ta carrière. Parce que, peut-être les gens ne le savent pas, mais la majorité le savent. Tous tes enfants ont travaillé. Tu as 3 enfants. Tu as parlé de Janelle, il y a Aliane, puis Jean-Michel.
Les trois ont travaillé pour tout, ben, en fait, avec toi. Jean-Michel, c'est drôle, il vendait des moitié-moitié. Hein? Il y a tout- Des hot dogs. Des hot dogs, oui, mais il se déguisait, tu sais. En tout cas, c'est vraiment drôle. Mais j'aimerais ça qu'on parle. Puis Francine aussi, qui travaille toujours. Là. Ben oui, c'est ça. La place de la famille pour toi dans ta carrière. Oui. Donc, quand je suis devenu entraîneur en 2005, à ce moment-là, on a Janelle qui a 7 ans, puis Eliane qui a 2 ans. Le choix qu'on a. Il faut dire que Francine aime le baseball, même plus que moi. Là. Moi, j'aime le baseball, correct, mais Francine aime beaucoup le baseball. Moi aussi, dans mon couple, c'est ça. Ah J'aime ouais? plus le baseball que Jonathan. C'est spécial, mais fait que je me reconnais dans vous Elle est autres. capable de s'asseoir, regarder un match, puis de trouver ça le fun. Moi, j'aime la musique d'un match de baseball. J'aime tout ce qui est qu'à côté, la game même. Peut-être qu'elle a été trop jouée ou peu importe. Mais on a pris la décision, quand je coachais, qu'il allait faire des voyages sur la route. Et ça, pour moi, c'est important parce que quand on se réunit avec la famille, encore aujourd'hui, ça aurait pu être le contraire. Parce que le père a tellement passé de temps au baseball qu'on a une rancune envers le baseball. Et quand je demande aux enfants c'est quoi les plus beaux moments, vos plus beaux souvenirs, c'est toujours relié à chambre d'hôtel dans la région de Boston, dans la région de New York. Pas des grosses chambres d'hôtel, mais on était toutes les 4 ensemble, les 3 ensemble. Moi, Francine, Janelle au début, après ça, Eliane est venue au monde, puis après ça. Puis Jean-Michel, mais eux autres, là, de venir au match, puis après ça, de se commander une pizza à 11 h le soir, puis d'être tout le monde dans la chambre d'hôtel. Puis le lendemain matin, ben ils vont à la piscine, des choses, puis on s'en retourne au parc, puis on visite la ville dans laquelle on est. Tout ça, c'est demeurer des souvenirs incroyables. Fait qu'imaginez qu'à l'âge de entre 0 et 5, ils passent autant de temps dans le stade parce qu'ils viennent au match aussi, parce que Francine prend la décision qu'elle vient à la plupart des matchs. Donc, ils sont dans les estrades, ils voient tout ça grandir. Écoute, ma fille, Capi, quand c'était sa fête, puis elle avait une fête d'amis, elle invitait Capi à sa fête, puis lui, il cognait à la porte, puis il rentrait avec tout le monde. Fait que, es-tu cool, pareil, d'avoir sa propre mascotte, tu sais? Puis quand il rentrait, elle disait pas... Ben, voyons donc, c'est Capi. Ah, Capi, t'es à ma fête, viens, rentre. Tu comprends? C'était normal. Fait qu'ils ont grandi dans tout ça. Puis là, il faut que je fasse attention parce que peut-être que je n'avais pas le droit avec les règles qui sont là. Mais dès l'âge de 9, 10, 11 ans, ben, Janelle a donné un coup de main dans le stationnement. Quand je salue les gens à la sortie du stade, elle est à côté de moi. Quand je me promène dans le stade, elle dit « Je peux-tu te suivre? » Fait qu'elle suit, fait qu'elle voit qu'est-ce que je raconte aux gens ou comment je peux prendre le temps avec les gens comme ça. Fait qu'elle a grandi dans tout ça. Puis évidemment, quand elle arrive à 12-13 ans, ben là, elle commence à avoir vraiment un petit job qu'elle veut avoir, qu'elle veut être dans tout ça. Mais l'autre a suivi, puis ils ont tout embarqué. Aliane a suivi dans tout ça. Jean-Michel a embarqué dans puis c'était pas un travail pour eux autres. Pour moi, c'était une suite de l'école. C'est dans le sens que c'est une belle école de vie. Parce que, tu le sais, il arrive tellement de cas au baseball. Ça, c'est clair. Il arrive plein d'incidents. Je comprends parler des heures. Là. Il arrive de la pluie, il arrive un incident. Chaque match est coloré et différent. Et moi, je ne suis pas installé dans une loge en haut à regarder le match. Je veux vraiment être impliqué puis comprendre chacun des secteurs. Fait que c'est sûr que tu te promènes partout. Puis là, tu as ton enfant qui te suit partout. Puis qu'il voit comment chaque segment est important, puis que tu accordes autant d'importance aux concessions que tu en accordes à la billetterie, que tu en accordes à tout ça. En tout cas, je pense que ça a été pour eux autres une belle école de vie. À travers tout ça, en plus, tu as lancé B45, donc une entreprise spécialisée pour les bâtons de baseball. Ouais. Donc, d'où que l'idée est venue, puis comment tu as jumelé ta carrière de baseball avec te lancer en affaires? Oui, bien, pour commencer, là, quand je suis coach et lanceur avec les Capitales à partir de 2002. Donc, j'arrête de lancer en 2000. Je suis avec les Capitales, je signe avec les Braves d'Atlanta, je me blesse, je reviens vivre à Québec. Je deviens coach et lanceur. Je recommence à enseigner au tennis au Club Avantage, un bout avec le sport-études avec Jack Ericsset, Jacques Bordelot, Christian Gingras, cette gang-là qui a été... Eux autres m'ont complètement éclairé dans la façon d'enseigner, leur intensité, Fait que déjà là, moi, je voulais peut-être partir une académie, puis j'avais vraiment, je pense, la fibre de vouloir me lancer en affaires. Et je me souviens, Richard Cloutier, qui est un maniaque de baseball, venait s'impliquer dans certaines choses au Capitale. Puis il me dit, j'étais dans un souper plutôt arrosé la semaine passée avec des ingénieurs forestiers qui ont accès à du bouleau jaune, du merisier. C'est l'arbre emblématique du Québec.
Et tu penses-tu qu'on pourrait faire un bâton de baseball avec ça? Ben, je sais pas, je ne connais pas ça, mais c'est un bois dur, right? Oui, mais il y a des propriétés qui sont aussi bonnes que l'érable, aussi bonnes que le frêne. Je te dirais que c'est un peu quelque chose. Fait que, hey, écoute bien là. Oui, amène-moi 3 poteaux de clôture, là. Je verrai ce que je suis capable de faire avec ça. Puis j'enseignais, je coachais le baseball avec les capitales. Puis quand il m'a donné ces 3 morceaux de bois-là, je les ai mis dans mon bureau. Et avant chaque match, je cognais sur les petites bûches de bois, puis je disais, oui, il y a quelque chose là-dedans, puis là, j'allais jouer ma game. Okay? Et quand les gens rentraient puis qu'ils voyaient ces 3 bûches-là, ils disaient, c'est quoi ces 3 bûches-là? J'ai dit, ça, c'est du merisier, c'est l'arbre emblématique du Québec, du bouleau jaune, et ça va être des futurs bâtons de baseball. Et tout le monde riait. Finalement, je l'ai donné à un ébéniste qui les a faites, puis il disait, tout le monde me dit, ça peut pas marcher, Michel, si ça fonctionnait, il y en a qui l'auraient fait avant, puis ouais, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marcherait pas, pourquoi qu'on ne l'essaye pas, tout ça. Et finalement, d'un côté, il y a quelqu'un qui me dit ça, puis il y a un autre ébéniste, Jacqueline, qui me dit, moi, on va te les faire, mais ça prend un bout avant que je les reçoive parce que c'est pas aussi facile que ça, de tourner à main un tour, un bâton. Fait que quand je reçois mes premiers samples, j'ai la chance d'avoir une académie de baseball. Et Dylan Sigouin est dans l'académie. Je présente les bâtons, il y en a un qui revole, qui casse, puis l'autre, il est dur, il casse pas, puis il dit « Papa, j'aime ça, papa. J'aime vraiment ça, papa. J'aime le feeling. » Puis je peux parler de même parce qu'Eddie, on se parle tout le temps comme ça. Il m'appelle papa. Et finalement, ben, j'en demande 15 autres, billes de bois. Et là, je commence à prendre le bottin téléphonique pour tenter de rejoindre des tourneurs qui vont m'aider dans la région de Québec. Écoute, la conversation dure 3-4 minutes. Monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais ça ne marchera pas, votre affaire. Je ne sais pas de quoi vous parlez, ça ne marchera pas. Fait que je te dirais que du côté scientifique, universitaire, on pense qu'il y a quelque chose. De père en fils ébéniste, je suis dans le champ complètement. Et finalement, je me retrouve de plus en plus éloigné. Je suis à Victoriaville, mon 6e appel. Il dit, écoute, amène-moi là tes billes de mois, on va voir moi qu'est-ce que je peux faire avec ça. Fait que je m'en vais y porter, mais je n'ai pas de nouvelles pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Puis je l'appelle. Tout à coup, il dit, j'ai fait tes bâtons, viens les voir. Fait que j'arrive à Victoriaville, on est au mois de mars. Et lui, il me dit déjà, lui, d'après moi, il va casser parce qu'il y a un nœud, lui, mais eux autres devraient être pas pires. Je suis parti d'une cour d'école avec lui, il n'avait jamais lancé une balle. J'ai dit, es-tu capable au moins de lancer une balle? J'avais amené, il fait à peu près moins 10, on est d'une cour d'école. Et là, il me lance les balles tout croche, ils essayent de frapper. Et le directeur de l'école sort. Il dit, monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Ben, j'ai dit, je fais des tests pour mettre. Il dit, regardez, je me retourne, les élèves sont dans la fenêtre à Victoriaville. Il dit, vous êtes en train de distraire tout le monde, vous ne pouvez pas être ici dans le cours d'école. J'ai dit, je suis désolé. Là, je regarde les jeunes, je les salue, je dis, bye bye, je ramasse mes balles, puis je m'en vais. Mais là, je capote. Là, j'ai 1 heure de route à faire pour m'en venir à Québec, puis je dis, je pense que j'ai quelque chose. Et finalement, j'ai le plus beau laboratoire du monde parce que les capitales vont commencer dans 2 mois et j'ai les joueurs qui sont capables d'essayer, puis je sais que par notre positionnement par rapport aux joueurs, dans ce qu'on est, les joueurs vont vouloir l'essayer. Et finalement, cette année-là, j'en ai fait peut-être une 40aine à la main. On s'est acheté un tour à bois, a pris un peu, puis on les finissait à Victoriaville, les faisait, puis là, on les complétait. Puis là, je les peinturais. Mais quelle peinture? Tu mets ça un bâton, parce que les premières fois, il y avait de la peinture sur la balle, donc tu peux pas avoir ça. S'il est trop dur, il vient durcir le bois. Après ça, de quelle façon on le termine, tout le kit? Fait que ça a été le plus beau laboratoire de ma vie. Là. Ça a été mon école, à moi, c'était ça. Parce que... Puis à l'époque, on était beaucoup dans fait faire les choses à l'externe. Fait que les étapes de B45, ben, c'était l'approvisionnement, la transformation, la fabrication, la mise en marché, la vente. Donc, les 6 étapes qui ont à faire, je les faisais, on les faisait. Tu comprends? Et c'était déconseillé. Non, il y a quelqu'un qui va te faire ça. Perds pas ton temps, tu peux pas être bon dans tout. Mais je disais, moi, je vais avoir à la source même d'où ce que la branche, elle vient, comment elle est transformée, comment elle est faite. Fait que quand le joueur on va lui mettre ça dans son esprit, là, qu'on sait exactement d'où il vient. Ça vient du nord. Puis là, on va mettre une photo qu'on est en train de scier un arbre. Puis tu comprends-tu? Puis ton bois vient de là. Fait qu'on va aller toucher tout ça. Et pourquoi on appelait ça B45? Ben, parce que tout ce que je voulais faire commençait par B. Donc, frapper une balle de baseball avec un bâton en bouleau jaune. B ressortait tout le temps. Donc, puis 45, ben, c'est parce que c'est une essence de bois qui pousse sur le 45e parallèle. Fait que là, B45, ça se disait bien en anglais, B45. À ce moment-là, la tendance était des noms courts qui se disent en anglais-français. Et je me souviens, j'étais avec Olivier Lépine au Subway et on a une napkin.
Puis on fait des logos. Son père avait travaillé sur un logo. Fait qu'on a fait un petit logo B45 avec un rond pour finalement dire un jour, on aura des sous puis on engagera un graphiste qui changera la donne. Et on l'a gardé, on l'a gardé comme ça. J'ai vendu, mais l'histoire, elle se termine quand même bien. Elle va vraiment bien. L'an passé, ils ont vendu près de 30 000 bâtons en Amérique du Nord, ce qui est vraiment gros. Puis je pense que c'est la 5e ou 6e compagnie qui vend le plus de bâtons de baseball au niveau professionnel dans le monde. Et tout ça, c'était à quoi? À 4 minutes d'ici? Carrément, dans le parc industriel. Oui, fabriqué ici. C'est vraiment une belle histoire. Ça a été pas beaucoup de sommeil avec des jeunes enfants, les capitales de Québec et B45, pendant une période de 5 ans. Mais ça a valu la peine. Écoute, on pourrait parler des heures, là, Michel, clairement. sérieusement, mais j'aimerais ça qu'on... Il y a un événement il y a un événement qui a changé ta vie en 2016. C'est quelque chose... Je vais mettre en contexte. Donc, c'est le 4 septembre de mémoire, 2016. Tu vas au Nouveau-Brunswick avec un de tes meilleurs amis, Bob Bissonnette, puis un autre ami qui est Frédéric Descostes. Vous êtes en hélicoptère, vous revenez le dimanche. Je pense qu'il fait super beau cette journée-là. Et il t'arrive un accident d'hélicoptère. Tu es le seul survivant de cet accident-là. Bon, la majorité du monde sait ton histoire. Il y en a qui ne la savent pas. Mais j'aimerais ça qu'on en parle. Comment, toi, Michel, tu es le seul survivant, comment tu te sors d'un accident comme ça? Là, ça va faire... ça fait pas 10 ans encore, mais... Oui, bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans. Comment toi, Michel, tu t'en es sorti de ça? Bien, il faut dire que... là, à toutes les fois, il faut que je fasse attention comment je le dis, parce que je crois que j'avais un bel équilibre avant que ça arrive. OK? Donc, de se dire, suite à l'accident, hey, là, tu viens d'avoir un wake-up call, tu as besoin de changer tes affaires. Je ne suis pas là-dedans. Tu comprends-tu? C'est bien que tu en parles. Oui. Puis l'autre chose aussi, c'est que je ne dis pas à Fred ou à Bob, « Hey, on peut-tu partir aujourd'hui? Il fait tempête, là, je m'en fous, moi, il faut que je sois à Québec à soir, sinon ça ira pas bien. » Hey, on peut-tu... Moi, là, je suis simplement passager dans tout ça. C'est le mariage d'un ami à Bob, il m'offre d'embarquer parce que je veux lui parler du projet du Dôme. Fait que moi, j'ai comme pas beaucoup rapport là, à part que je suis dans le bonheur, puis je suis un accompagnateur. Puis, fait que il y a même une photo qui témoigne de ça. Je pense que vous avez pris une photo juste avant, tout souriant, là. Oui, fait que le sentiment de dire c'est à cause de toi que c'est arrivé parce que j'aurais pu changer en disant il n'est pas là. Puis quand même que j'essaierais de m'en faire à croire pour me culpabiliser, il n'est pas là. J'ai beau le revoir de chaque côté. Fait que suite à ça, il faut que je sois heureux d'être en vie sans ignorer le fait que j'ai perdu un ami très précieux puis une connaissance, puis que c'est triste. Puis là, je vais côtoyer les amis de Bob dans les jours qui vont suivre, qui sont très tristes. Je le suis aussi, mais en même temps, je suis en vie. Tu sais, il y a comme il y a un gros paradoxe dans ça que je vis. C'est une dualité ou pas? C'est plus... Je ne sais pas, mais les amis de Bob, que ce soit Marie-Pierre, que ce soit Steve, que ce soit Alex, que ce soit la famille à Bob, ils ont été tellement extraordinaires, probablement, puis c'est sûr que c'était sincère parce que tu peux pas cacher quelque chose comme ça en me disant, Michel, on était tellement content que tu sois en vie. Et c'était sincère. Ça l'est encore aujourd'hui. Et je suis tout le temps capable de les regarder dans les yeux puis d'être bien avec eux. Fait qu'ils m'ont fait sentir incroyable. Ce qui a été bizarre quand même, c'est que quand ça suit le cours, les prochaines semaines, tu sais, des fois, je me souviens, entre autres, une fois, j'étais avec mes enfants en auto, je vais les porter à l'école et on est en train de parler de ma situation avec un psychiatre. Et on dit, c'est sûr qu'il va avoir le syndrome du survivant, il va passer à travers les 5 étapes de tout ça. C'est pas moi. Tu sais, je suis désolé, mais c'est pas ça que je ressens. Fait que je ne suis pas tombé dans la psychologie profonde, dans tout ça, parce que je suis juste...
je vois pas la vie de cet angle-là. Je pense depuis le début aussi, tu es une personne, tu es très humain, là, très humaine. Fait que, c'est sûr que quelqu'un a été très, mettons, focus carrière avant un événement comme ça, puis ça arrive, ça peut en effet changer peut-être la vision de la personne. Mais je pense que tu as toujours été une personne très groundée, là, très à terre. Fait que je pense que c'est pour ça aussi peut-être que justement, tu as resté la même personne. Tu sais, on me dit souvent suite à ça, hey, j'espère que là, tu vas profiter de la vie. Tu sais, vous regardez le parcours avant ça, là, je pense pas que j'ai manqué de profiter. Non, c'est ça, tu profitais pareil. Ouais. Tu sais, je pense pas que j'ai manqué de ça. Fait que c'est ça, je l'ai jamais ressenti. J'ai pas senti le besoin de remplir ma carte de crédit puis de faire le tour du monde avant qu'il m'arrive quelque chose d'autre. Mais pas pantoute, là. Tu sais, c'est pas ça que j'ai ressenti. Il y a des fois qu'il a fallu que je me reground. Je me souviens, entre autres, Steve Jobidon, dans les mois qui ont suivi, je joue au golf, puis j'étais en arrière d'un arbre. Il y a rien qu'un arbre dans le fairway. J'étais en arrière d'un arbre, puis je dis, asti que je suis pas chanceux. Là, il m'a regardé, il dit, toi, t'as pas le droit de dire ça. Et c'est un beau cadeau qu'il t'envoie. C'est un beau cadeau qu'il m'a dit. Tu sais, il m'a regardé, il dit, Mike, tu sais que tu ne rediras plus jamais ça. J'ai dit, hey, je m'excuse. Puis on en rit à cette heure parce que à toutes les fois que j'arrive pour dire ça, je prends une petite respiration. Puis ce qu'il faut aussi dans quelque chose comme ça, c'est que ceux qui sont partis, là, puis Bob était dans le bonheur, mais ce que je vous ai dit tantôt de foncer vers les projets, puis tout le kit, il y avait ça dans lui, puis pas à peu près. Fait que prends ça de lui. Tu sais, dans son passage, dans ses 34-35 ans qu'il a existé, il y a un leg qui est incroyable. Puis je pense que tout le groupe qui entoure Bob, puis ceux qui l'ont connu, je pense que c'est de ça qu'on a été capable d'aller saisir. Puis moi, c'est pas différent des autres parce que j'étais avec lui à ce moment-là, mais il y a des amis aussi proches qui ramassent ce leg-là aussi, puis j'en fais partie. C'est beau ce que tu dis. On arrive au moment du segment « La question au-delà des affaires ». Moi, ce que j'aimerais savoir, puis c'est aussi, je suis curieuse, là, j'aimerais savoir, raconte-moi un moment, une histoire humaine qui t'a profondément touché durant tes années au Capital. Oh boy, il y en a beaucoup. C'est sûr. Il y en a beaucoup qui m'a profondément touché. Aïe, aïe, aïe. La COVID. La COVID, l'arrêt qu'il y a eu. L'arrêt qu'il y a eu, la pause, la réflexion qu'il y a dû y avoir. Le fils d'une dame qui est venue me voir puis qui a dit « Michel, est-ce que tu penses que vous allez jouer cet été? » On est à ce moment-là, à la mi-juin. J'ai dit « Écoute, je le sais pas. La COVID est arrivée le 13 mars, donc ça fait 3 mois qu'on est dans la COVID. » Il dit écoute, ma mère, elle a son billet de saison depuis des années, puis si on ne joue pas, elle va demander l'aide à mourir. Parce qu'elle était déjà souffrante, elle avait un cancer. Oh my God, je ne m'attendais pas à ça, là. Ouais, ça a été spécial. Fait que quand j'ai annoncé, il faudrait retourner dans les dates, me semble que on a tout fait pour tenter de jouer une saison avec Trois-Rivières, puis de récupérer tout ça. Et je l'avais en tête, ça. Et c'est ça. Fait que finalement, quand on a annoncé qu'on a fait notre conférence de presse, pour dire qu'on ne jouait pas, elle a demandé de l'aide, puis elle a décidé de... Ouais. C'est assez... ça s'est élevé. Mais à travers tout ça, encore une fois, c'est... je ne m'attendais pas à ça, Michel. Là, celle-là, je ne l'ai jamais entendue. Ouais. Et c'était c'est de comprendre, parce que je l'ai partagé beaucoup avec le staff, cette aventure-là, comment pour des gens qui viennent se divertir depuis 25 ans maintenant au stade, ce moment-là de se regrouper est important. Ouais. Et assurez-vous de créer dans cette soirée-là les petits gestes, les petits détails, de saluer ces gens-là qui viennent tout le temps, d'être avec eux, puis tout ça. Donc, ça, c'est un rappel souvent de prendre soin de chaque personne qui vient au stade parce que tu ne sais pas c'est quelle histoire qu'il y a derrière chaque individu. Puis que le baseball, c'est pas juste un jeu en bout de ligne. Ça me touche vraiment beaucoup. C'est beaucoup plus que... ouais, moi, je suis à presque tous les matchs là, depuis 3 ans. Ben, c'est ça, 3 ans, 4... t'as plus là. Non, c'est 3 médailles, 3 bagues. Fait que ça fait 3 ans. Puis ce que tu dis, ça me touche profondément parce que je vois les mêmes gens souvent, soir après soir. Puis les gens
viennent, qui te reconnaissent, tu sais, puis ils viennent te parler. Puis moi, je suis pas... Puis t'es vraiment un bel exemple parce que je te vois faire, puis je te vois aller, puis tu incarnes totalement ça, là. Puis, je suis ton exemple. Je parle beaucoup avec les... Ah, ça me touche, là! Avec les fans, tu sais. Puis, des fois, on a des histoires, tu sais, des belles histoires. T'as une maman qui vient, puis qui va voir Mario, qui est le placier, tu sais, tu sais de quelle descente que je te parle. Puis là, elle dit, on vient de Montréal, mon fils a le cancer, puis il aime vraiment les capitales, puis il aimerait ça avoir une balle signée, tu sais. Puis, tu sais, c'est pas évident pendant un match. Puis elle dit, il est vraiment fatigué, il faut retourner à Montréal. Puis pendant un match, c'est pas évident d'aller demander de signer une balle, tu sais. C'est normal, les gars, ils doivent jouer au baseball. Et là, Mario, il est tout mal à l'aise, puis il vient me voir, puis il dit, hey, je m'excuse, faut que je te demande. Il dit, pourrais-tu te voir avec ton chum? Pourrais-tu essayer d'avoir une balle signée? Puis là, il explique l'histoire. Hey, là, c'est que je me mets à pleurer de même, là, je capote ma vie. Finalement, elle texte mon chum, viens me voir, j'ai un immense service, puis c'est rare, tu sais, j'en demande parce que je veux pas, faut faire attention, là, tu sais. Mais là, cette fois-là, c'est une histoire comme ça. Il y a plein d'histoires comme ça. Il y en a des très drôles aussi. Là, oui, ça, oui. Donc, tu m'as touché vraiment beaucoup, là. Mais les capitales, comme je l'ai dit, pour moi, puis je l'ai dit tantôt, je me suis confié beaucoup, mais pour moi, ça vient de me chercher beaucoup quand j'étais jeune. C'était des moments de qualité que j'ai eu avec ma mère, puis j'ai malheureusement pas d'autres moments comme ça que je me rappelle que crime, j'étais tant accroché à une équipe, mais aussi c'était le volet, comme je dis, la culture, puis c'est des moments de qualité. Il y en a plein de petits Jean-Philippe comme toi. À chaque match, c'est vraiment cute. C'est ça que je trouve beau du baseball, puis surtout de la culture des Capitales, je le répète, là, mais c'est vraiment ça. Là. Puis on le ressent, puis on est fiers à Québec de cette équipe-là. Je porte le chandail aujourd'hui. Exact. Aussi, je veux pas changer de sujet, parce que je trouve que c'était vraiment intéressant, mais je suis un peu sur la même lignée. Sur la même lignée, avec toute la carrière que tu as eue, avec tout l'impact que tu as eu au baseball au Québec, serait quoi, tu dirais, ta plus grande fierté de ta carrière? Je dirais l'équipe. Pas l'équipe sur le terrain, l'équipe sur le terrain et l'organisation. Comment, tu sais, ce que je viens de vous raconter, mais comment ils ont, chaque personne qui a passé. On a eu la chance cet été, à travers le match des étoiles, le 25e, de remercier les gens qui ont fait ce que les Capitales sont aujourd'hui. C'est une chance. Moi, c'était très important en sachant aussi que je partais d'avoir ce privilège-là de remercier. Et quand on demande d'être présent pour cette journée-là, qu'on va célébrer ceux qui se sont impliqués dans les Capitales avec les années, ils étaient presque tous là. Ça, c'est déjà un beau signal, parce que des fois, tu peux partir avec rancune pour toutes sortes de raisons, mais ils étaient là. Donc, quand je les vois aujourd'hui, toute cette gang-là, ce qu'ils sont devenus, on a été un beau tremplin pour eux, et comment ils ont cru à tout ça, ce que je vous raconte depuis tantôt, l'importance des petites choses, puis de créer, puis de ce dynamisme-là. Ça me rend vraiment, vraiment, vraiment fier de voir qu'on n'a pas eu rien qu'un impact sur soi-même, puis on parlait de famille, tout ça, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et je dirais que ça, je suis vraiment content de ça. D'un côté un petit peu plus personnel, c'est d'avoir fait affaire avec beaucoup de situations de vent de face. Le synthétique, puis le dôme, c'était non. Aller amener l'équipe cubaine, ça n'allait pas fonctionner. Trouver une façon d'agrandir la Ligue, ça n'allait pas fonctionner. Et jamais abandonné, alors qu'il y a eu toutes les raisons de. Il y a une grosse leçon à tirer de tout ça. Puis c'est quoi la suite des choses pour Michel? Et honnêtement, là, présentement, je suis sur plein de beaux petits projets. Je rencontre parfois des gens d'affaires qui... Il y a une solitude chez les dirigeants qui sont en haut de la pyramide. Là. On est d'accord. Puis c'est un peu normal. Pour l'avoir vécu un peu, je vous donne un exemple. Je suis dans un meeting de ligue à New York il y a 6 ans. Et ce que je vous dis là est arrivé à plusieurs occasions, mais quand on joue à 5-6 équipes, s'il y en a un autre qui décide de se retirer, il n'y a plus de ligue parce qu'on n'est pas assez nombreux. Et d'être en novembre-décembre dans un meeting, comme je vous dis, de ligue et un propriétaire qui nous annonce « Écoute, moi, je ne suis plus là, mon entreprise va plus ou moins bien, donc je ne serai pas dans la ligue l'an prochain. »
Et c'est terminé. Donc, les propriétaires se regardent puis ils disent, écoute, moi, je vais me joindre d'abord à l'autre ligue, moi, je vais aller à l'autre ligue. Mais moi, nous qui sommes isolés un petit peu à Québec, ben, on va faire quoi? Et là, quand tout le monde ferme ses livres, tu dis, wow, attendez une seconde, on n'abandonne pas comme ça, on va trouver une façon. Michel, tu veux jouer, tu veux le faire de quelle façon? Mais si on amenait, mettons, une équipe cubaine qui vient jouer contre tout le monde, puis on amenait une équipe japonaise, puis tout le kit, pourquoi qu'on ne continue pas? Mais il y aurait toujours une équipe en pivot qui vient jouer avec nous de partout. Oui, mais tu vas faire ça comment? Bien, donnez-moi 3 semaines. Puis on va voir ce qu'il peut faire avant d'abandonner. Mais quand tu reviens à Québec, puis que tes employés de proche disent, hey, comment ça va? C'est pas vrai que comme dirigeant, on a beau parler de vulnérabilité, puis tout ça, c'est pas vrai que le capitaine du bateau, il dit à tout le monde, il y a une tempête qui s'en vient, puis ça se peut qu'on passe pas à travers. C'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de dire, sais-tu quoi? Il y a une tempête, on en a déjà eu, on va passer à travers, tu sais. Mais il y a une solitude dans tout ça, comme dirigeant, où ce que tu échanges ça avec qui? Fait que là, tu as tes mentors, tu as ton monde autour, et quand tu sais que le bateau, ça se peut qu'il verse, ben tant que c'est pas sûr qu'il va verser, ben toi, tu dois garder le cap, puis continuer comme ça, puis j'haïs pas ça, rencontrer quelques gens d'affaires qui me disent, peux-tu aller déjeuner? Je veux juste te parler de situations que je vis, puis toi, t'en penses quoi? Puis je pense que ça fait du bien à la personne. Moi, je trouve ça bien correct de l'échanger. Fait que des choses comme ça, j'haïs pas ça présentement. Je fais des T'es un mentor. Genre, sans prétention, là, mais tu sais, plus quelqu'un à qui on peut échanger parce que la personne peut croire que j'ai vécu un petit peu des petites tempêtes puis capable d'échanger. Puis de le faire à l'interne dans ta propre entreprise, c'est pas toujours qui est facile à faire parce que tu peux ébranler un petit peu trop tes matelots. Fait que faut faire attention. C'est intéressant. Vraiment. Puis j'ai une question qui me tracasse depuis tantôt que j'ai hâte de la poser, en fait. Là, mais tu revois le Michel quand tu avais 19 ans. Ce serait quoi le meilleur conseil que tu lui donnerais aujourd'hui? Reste naïf. Ouais, c'est beau. Ouais, je le suis un peu moins des dernières années, puis je trouve ça dommage. T'sais, puis j'essaye de rembarquer dans ma naïveté, puis on dirait qu'à un moment donné, on a vu dans quelques occasions la vraie nature humaine, puis on y croit plus pendant un bout de temps parce qu'on a pensé que l'homme est fondamentalement bon. Ben, t'es bien quand t'es dans ça, parce que tu fonces en n'ayant pas les petits bébites qui viennent frapper constamment. Et malheureusement, quand tu vieillis, à un moment donné, tu fais face à quelques situations, puis là, tu tombes dans le doute. Et tu ne peux pas lancer un match de baseball en doutant de chaque lancer que tu vas faire. Il faut que tu y crois. Mais en affaires, il faut que ce soit un peu la même chose. Il faut que tu plonges dans quelque chose, puis tu es bien là-dedans. Puis je le féliciterais parce que j'ai été naïf pendant plusieurs années. Je l'ai perdu un peu. Je pense que je suis en train de le retrouver depuis quelques mois. Puis il faut que je le retrouve encore plus fort. C'est beau, puis ça me touche. L'épisode d'aujourd'hui m'a vraiment beaucoup touché parce que je pense que tu es un exemple, tu es un leadership humain, tu es neuve, tu as fait un impact majeur pour le baseball, mais au-delà du baseball, parce qu'on l'a dit tantôt, là, on a toutes des situations personnelles, émotives qu'on a rattachées au capital. Fait que je peux juste te remercier d'avoir joué le match que tu ne voulais pas jouer. Je pense que grâce à ça, tu as pu améliorer le baseball, mais avoir un impact significatif sur la vie de beaucoup de gens autour de toi. Puis ce que je trouve beau là-dedans, c'est que tu restes vraiment terre à terre, tu es humain, puis tu es accessible. Puis ça, je te lève mon chapeau. C'est pas tous les entrepreneurs ou tous les hauts dirigeants qui ont cette philosophie-là. Puis moi, j'ai toujours été éduqué de cette façon-là, puis je trouve ça que c'est vraiment beau. Qu'est-ce que tu retiens de l'entrevue, Danielle? Premièrement, Michel, moi, je tiens à te remercier d'être ici. Oui, on a dépassé notre temps, puis c'est tellement pas grave. Mais moi, je tiens à te remercier parce que moi, j'ai trouvé l'épisode super touchante, là, probablement parce que je le vis au quotidien. Tu sais, l'été, je suis très, très présente. Puis tu m'as fait apprécier cet endroit-là qui est unique. Tu sais, un jour, tu m'as dit « Comment veux-tu pas aimer être ici? » Puis on était au stade. Je sais pas si tu te souviens de m'avoir dit ça. Je suis probablement pas la seule à qui tu dis ça. Puis j'ai regardé autour, puis c'est vrai, tu sais, c'est tellement vrai. Fait que moi, tu m'as fait beaucoup apprécier d'aller là, de parler aux gens. Mais aujourd'hui, ce que je retiens de toi, c'est tout l'humain. T'es vraiment exceptionnel, Michel, sincèrement. J'ai une belle situation. J'ai été chanceux aussi. Comme je suis tombé dans de quoi de plaisant. Tu sais, je veux dire, mais prends-le. Tu sais, t'es très humble. Tu sais, t'es vraiment humble. Puis, tu sais, puis mon fils a eu la chance de travailler avec toi.
Là, ça me touche parce que je trouve que Jérémy est chanceux. Il n'a pas travaillé longtemps. Vous avez fait 2 saisons ensemble. Mais je trouve pour un jeune qui commence sa carrière, qui étudie, lui, il étudie en administration, il est rentré au Capital, il prend sa place, puis je le vois, puis c'est beau, là, je le trouve magnifique. Là. Puis j'espère. Oui, puis je trouve ça extraordinaire qu'il ait pu avoir un leader comme toi. Puis je me dis, moi, en tant que maman, je ne pouvais pas demander mieux, tu sais. Fait que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est sûr qu'il y en a qui te connaissent énormément, parce que je vais la partager là, sur le groupe les gens, les fans des Capitales. Mais il y a des gens peut-être qui te connaissaient moins puis qui découvrent un homme exceptionnel. Puis te fait en sorte, sincèrement, le succès que les Capitales ont aujourd'hui, oui, Miles Wolfe, il a rentré cette idée-là en toi, mais c'est grâce à toi, Michel. Ouais. Puis pour la Ville de Québec, les gens de la Ville de Québec, je tiens à dire merci. Ouais. Merci. Merci à vous tous. Puis un échange comme ça aujourd'hui me permet de me recentrer, moi. Donc, de revoir tout ça. Donc, c'est un plaisir de le faire. Une émission, un épisode assez touchante aujourd'hui, on va se le dire. Qui était la plus longue, en effet. Oui, qui est la plus longue. Merci de nous écouter jusque-là. Ça a passé en 2 minutes. Parce qu'il y aurait plein d'affaires qu'on pourrait dire encore avec Michel, parce que, sincèrement, qu'est-ce que vous voulez? Michel, il est très naturel quand on l'interviewe. Tu es vraiment naturel. Alors, on vous remercie de votre présence, d'avoir été là. Abonnez-vous à tous nos plateformes, toutes nos chaînes, nos plateformes, et on vous attend pour un autre épisode. Merci. Au-delà des affaires, des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires.